Merci Henri Béard pour cette communication. C'est un sujet que très peu de gens connaissent. Je vais peut-être appeler Angela Lampe qui à cette table pour terminer, si vous avez une ou deux questions sur les deux dernières communications. Je suis tout à fait d'accord en tout cas avec Henri Béard sur la qualité de doute, d'inquiétude et de désespoir que l'on peut sentir chez le personnage du douanier Rousseau et dont la peinture serait une forme d'antidote et aussi sans doute le théâtre, d'après ce que je comprends. Donc, si certains d'entre vous avaient des questions, peut-être, je vois que je vais donner un micro. C'est Nancy Ireson qui s'exprimera demain, qui va nous poser une question. J'imagine. Bonjour. Merci beaucoup. Les interventions étaient tous les deux très passionnantes. En fait, j'ai eu envie de juste... c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt peut-être une justification. Monsieur Béard, je ne sais pas si une des textes que vous avez lus sur l'étudiant Guéguette, c'était le mien. Quand j'ai trouvé il y a 10 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça, j'ai senti qu'il y avait une espèce de... Aussi, je ne me souviens plus si j'ai expliqué ça dans le sens de pudeur, mais si Zara n'avait pas aidé le pièce de théâtre à ce moment-là, j'ai senti plutôt... C'était parce qu'il avait peur. Parce qu'on a, comme on a parlé aujourd'hui, on a cette image de Rousseau comme une innocente, quelqu'un de très innocente. Et on a tendance d'oublier qu'il était quand même quelqu'un qui a beaucoup aimé boire, qui était colocataire avec Jarry, qui donc avait toute une personnalité qui n'était pas forcément très sérieuse. Et pour mettre en lumière cette partie de son caractère, je pense que Zara, qui était vraiment attirée à l'idée de Rousseau comme quelqu'un d'important, quelqu'un avec des idées, quelqu'un qui pouvait pousser le théâtre à quelque chose de nouveau. L'idée de publier l'étudiant en Guéguette, c'était pas forcément très, très pratique. C'était même donner l'évidence qu'il était quelque chose d'autre. Oui, je ne voulais pas du tout minimiser l'importance de votre étude, qui est d'ailleurs la seule que je connaisse qui se soit accrochée à une pièce qui, à l'époque, était encore inédite, je crois, quand vous avez écrit votre article. Non, je faisais allusion aux deux critiques qui ont essayé de justifier l'absence, parce qu'on ne comprend pas très bien. Techniquement, il n'y a pas de raison. Pourquoi Zara n'a-t-il pas publié cette histoire bretonne? C'est pas évident, c'est pas une question de calibrage, c'est pas une question de ton, tout ça. Moi, j'ai essayé de la situer à ma façon par rapport à la cohérence de Zara. C'est tout ce que je voulais dire. Et je n'ai pas dit qu'il avait tort ou raison de ne pas la publier. Et je suis ravi que maintenant tout le monde puisse le lire et puisse se rendre compte s'il fallait ou non publier une telle pièce. Mais il faut dire aussi qu'il y avait cette difficulté pour Zara, je pense, c'est qu'il publiait de l'inédit. C'était la première fois. Il avait vécu pendant 20 ans. Il a essayé de faire connaître ce théâtre. Ça a été publié, j'ai passé rapidement, mais il a essayé de publier à chaque fois dans des revues, petites revues d'avant-garde. Ça n'a pas collé, ça n'a rien donné. Il n'y a jamais eu d'écho. Alors, quand il fait sa belle édition chez Pierre Caillé à Genève, je crois qu'il a voulu faire une belle édition et c'est pour ça qu'il a édité cette pièce qui, encore une fois, j'ai bien cité son texte, pour lui n'apportait pas plus à la découverte. Peut-être revenir 2 minutes avant de laisser la salle. Je vois que la régie me fait des signes sur la communication de Angela Lampe que j'ai trouvé très intéressante pour ma part, et notamment sur l'aspect passeur. En effet, donc son accrochage qui est très très bien réalisé et tout à fait intéressant et qui appartient à une série qui se prolonge en fait de mois en mois au Centre Georges Pompidou révèle bien ce rôle d'abord européen de
Oude, finalement, à la croisée du monde marchand, du monde de l'écriture, du monde de la création. Et je ne sais pas si vous avez des questions sur Oude, mais moi en particulier, qui ai travaillé beaucoup sur Henri-Pierre Rocher, je suis très sensible à ce type de personnages qui, en fait, sont des personnages de second rang, qui n'apparaissent pas en pleine lumière au début quand on étudie les artistes, mais qui, en fait, se révèlent être des maillons absolument indispensables parce que ce sont eux qui parlent des autres et qui les mettent en valeur. Donc, voilà, si vous avez une dernière question, ou si Angela veut, ou Henri veut dire quelque chose sur le... Moi, je voudrais simplement ajouter qu'on le voit en pleine lumière dans le film sur Séraphine. C'est un personnage très important. On voit bien qui il était. Mais ce film auquel vous faites allusion, c'est un film tout à fait récent. Oui, mais il a quoi? Il a 5-10 ans. Oui, mais je veux dire qu'avant que Angela consacre cette petit accrochage à Willem Oude, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir des textes ou des articles sur ce type de figures intermédiaires, comme on appelle, qui sont désignés sous le terme de passeur, que je trouve assez beau, puisque finalement, le passeur, on passe d'un monde à un autre. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est étonnant, qu'il n'y a pas plus de recherches. Donc, moi, à ma connaissance, il y a une thèse en cours en Suisse sur Willem Oude, mais je ne connais pas d'autres recherches scientifiques sérieuses autour de Oude actuellement en cours en France, ni en Allemagne d'ailleurs. Et donc, oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. Donc, ce sont des passeurs qui ont contribué à faire l'histoire de l'art, mais on a tendance à l'oublier. Et là, je pense aussi ce qui est le drame de Oude, qui était donc étranger en France, et c'est la Grande Guerre. Qu'il a donc dû quitter, et il n'a pas eu la même écoute que Apollinaire, par exemple, donc parce que il était étranger, et il y a cette curieuse aussi de fusion de différentes professions. Donc il était à la fois marchand, collectionneur et écrivain, donc ce qui est devenu assez rare que les marchands rédigent, écrivent donc des monographies d'artistes qui sont tout à fait importants. Donc ce qui est là aussi, ce qui le rend très très unique, Oude. Et puis peut-être pour conclure, et qui nous amène à la session de demain, ce qui est très frappant, c'est de voir justement que des figures comme celle de Oude sont vraiment à l'origine de la dissémination de l'œuvre de Rousseau en Allemagne, pour le coup, mais de la même manière que Ardengo Soffici sera une figure clé sans jeu de mots, pour la diffusion de l'œuvre de Rousseau en Italie. Donc effectivement, ça paraît comme ça un petit peu anecdotique ou pas absolument essentiel, et en fait on s'aperçoit qu'à travers les revues, à travers les articles, à travers les livres, à travers les partages d'ateliers, les partages de vie, je dirais, ce système de réseau qui met les gens ensemble, ça paraît fondamental pour justement ensuite comprendre comment ça s'est passé et comment il se fait qu'il y a cette appropriation progressive de l'œuvre de Rousseau, de son univers, par des artistes qui au début n'y étaient pas directement exposés. Oui, enfin, c'était aussi, on avait besoin à l'époque des passeurs, parce qu'aujourd'hui, on a Internet, on a beaucoup plus facile accès aux informations. Donc, à l'époque, s'il y avait une exposition ou une artiste qui découvert à Paris, c'était pas évident de le connaître à Munich, donc où s'est trouvé Marc et Kandinsky. Donc, ils sont grâce à l'envoi, à la poste traditionnelle, envoi d'un livre, que finalement toute une histoire commence ou démarre. Donc, ça montrait aussi comment ça fonctionnait à l'époque, et aussi la curiosité des artistes. Donc, ils s'intéressaient à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Donc, voilà, Paris, forcément, était une place très importante, mais il y a aussi cette réactivité de Kandinsky très rapidement. Donc, il insère dans son projet donc cette curiosité et ce courage aussi de dire, voilà, ça
c'est un artiste important et de le faire découvrir et cette générosité aussi en même temps, c'est de faire découvrir avec cette reproduction dans la Manart du Blaureiter. Mais il y a cette même générosité chez Zara aussi de faire partager l'œuvre, de la faire et le plaisir du découvreur. Voilà. Et du Kreuzkenner qui veut faire savoir que ça existe.